Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. La femme est mise en exergue durant tout ce mois et c'est vrai qu'hier, tous feux ont été vraiment bien mis sur cette jante-là, qui est la jante dite faible, mais qui est une jante qui se bat pour ses droits et qui a envie encore et toujours de pouvoir paraître plus professionnelle, plus parfaite et encore beaucoup plus exaltante et à être exaltée aussi. Donc durant toute cette semaine, comme nous vous l'avons dit le vendredi dernier, plusieurs choses se feront pour vous prouver ou pour vous démontrer qu'en tout cas au niveau de la jante féminine togolaise, nous en avons qui sont vraiment extraordinaire. D'ailleurs, toutes les Togolaises sont magnifiques et ce ne sont pas les messieurs qui sont sur ce plateau qui diront le contraire. De magnifiques belles dames, vous les connaissez, vous les aimez, vous les appréciez. Elles sont également avec moi. C'est la belle petite famille. Miss Gaëlle, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. D'accord. Je n'ai pas de commentaires. Ok, bonjour à nos chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, une nouvelle semaine, voilà. On est là pour vous faire plaisir. Pour le plaisir, nous le sommes. Bonjour Miss Gab. Bonjour Aïcha. Ça va aller. Bonjour à tout le plateau et bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Un bon réveil matinal, c'est lundi. Ne paraissez pas, réveillez-vous et commencez déjà par nous écouter et en vous préparant juste après pour le boulot. Exact. Et puis, comme vous le savez si bien, les lundis matins, en tout cas, nous avons toujours le plaisir de pouvoir vous présenter la santé. La santé, les lundis en général, sur le plateau de Nectar, c'est la kinésithérapie. Nous allons parler aujourd'hui d'un nerf qu'on a tous, à un moment donné, ouï dire. On parle donc de la sciatique. Et même les enfants, même s'ils ne s'y connaissent pas, ils prononcent ce mot-là. Oh, j'ai mal, elle a la sciatique. Mais de quoi s'agit-il et comment est-ce que des fois, lorsque ce nerf-là fait face à certaines attaques, oui, malheureusement, comment est-ce qu'on peut les gérer et qui peut les gérer? Nos kinésithérapeutes sont sur le plateau avec nous. Nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Oda. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour le plateau. Je vais bien et bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine à tous et nous avons Monsieur Bamana Batako Badagema Bernard, si je me trompe, c'est bien ça? J'ai tout dit, oui. Je n'ai rien omis? Non. Bonjour. Bonjour. Bonjour les belles dames sur le plateau. Bonjour les téléspectateurs et on est lundi. J'espère que vous êtes bien réveillés. C'est déjà le premier jour de la semaine et commencez déjà par vous préparer pour le boulot. Merci. C'est déjà le premier jour de la semaine, il faut commencer à se préparer pour le boulot, mais bien sûr, comme l'a dit également Miss Cap tout à l'heure, être accroché. Voilà, faites vos autres occupations, mais ayez un regard sur votre écran pour suivre tout à l'heure la rubrique Agir pour la vie, parce que nous allons parler de la kinésithérapie et des problèmes de sciatique liés aux injections. C'est bien cela, je ne me trompe pas, messieurs? Oui, c'est ça. C'est bien ça. D'accord, on se retrouve tout de suite après ceci. Alors souvent, on a tous entendu parler de quelqu'un qui a la sciatique. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on dit la sciatique? Ça, je ne sais pas, mais avec la culture générale, nous avons fini par apprendre que quand on parle de sciatique, c'est un nerf qui se trouve donc sur le corps humain et qui traverse une des plus grandes parties quand même du corps humain. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de ce nerf-là avant d'en venir donc au thème du jour? Ok. Le nerf sciatique, c'est l'un des nerfs qui fait partie de l'ensemble du plexus lombaire et qui innerve, c'est-à-dire apporte les informations nerveuses à partir du membre inférieur, c'est-à-dire le pied, la jambe et la cuisse et une partie de la fesse vers la moelle épinière qui est le conducteur intermédiaire vers le cerveau. Voilà.
Malheureusement, nous n'avons pas d'image pour pouvoir montrer ou étayer un peu ce que M. Oda explique ce matin. Mais je crois que, comme vous le dites, ça prend une grande partie de l'espace lombaire. C'est bien ça? Alors, non, au niveau lombaire, il y a un paquet de nerfs, de racines de nerfs. Et donc, de ce paquet, on a plusieurs autres nerfs, parmi lesquels on a le nerf sciatique. Et donc, le nerf sciatique, lui, il descend au niveau descend dans le membre inférieur, les fesses, la jambe, la cuisse et le pied. D'accord. Donc, ça quitte la zone lombaire pour aller jusqu'au pied. Sous le pied ou une partie va à l'extérieur du pied, c'est-à-dire le dernier orteil, et l'autre partie à l'intérieur du pied, le gros orteil, en passant par le bas et le haut. Voilà. Alors justement, nous parlons de la paralysie sciatique due aux injections. Tout ce qui, je ne sais pas pour vous les filles, si vous en avez déjà entendu parler, il y a des personnes qui ont eu une petite maladie, ils sont partis à l'hôpital et ont fait une injection et puis après, paf, on dit que Oda Buane et Djener-Adji battaient les os. On dit ça comme ça communément, hein. Désolé pour le vernaculaire parlé ce matin, pour dire que ce sont des incidents qu'on a tous ouï dire d'une manière ou d'une autre et qui ont été expliqués après par l'infirmier. Et des fois, on rattrape le coup ou non. Avec vous aujourd'hui, parce que quand on parle de paralysie, c'est que déjà quelque chose ne va pas. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce qui se passe lors d'une injection et qui fait que le nerf peut être touché? Là, comme vous l'avez déjà annoncé, on va parler du paralysie du sciatique suite à une injection. Habituellement, ça se passe comment? Comme vous l'avez déjà expliqué, notre patient dans le quartier qui est malade, qui va peut-être à l'hôpital ou dans un centre à côté, qui se fait injecter sur la fesse. Des fois, c'est peut-être parce que l'injection a été un peu mal faite, puisqu'il y a une zone qu'il faut respecter. Là où il faut injecter, on ne peut pas injecter n'importe partout sur la fesse, ni sur la cuisse. Donc si l'injection a été des fois mal faite, on se retrouve avec un problème que nous appelons une paralysie du nerf sciatique. Je m'explique. Des fois, ce n'est pas que l'injection aussi a été mal faite, des fois, c'est parce que l'injection a été faite et le produit qui a été injecté a, comment appelle-t-on, a touché plus ou moins le nerf. Ce qui fait que le nerf n'a plus sa capacité de faire les activités qu'il a l'habitude de faire, qui peut entraîner soit une paralysie totale, soit une paralysie partielle. Et ces prises en charge se font comment? Habituellement, quand ça arrive, du coup, d'autres déjà sur la table, il ne peut pas se lever, on est obligé de le prendre en urgence, il a d'abord la fesse qui est enflée, rouge, qui fait très, très mal pour certains. Il ne peut même plus soulever le pied. Du coup, on le prend en charge pour faire peut-être une injection d'antalgique et anti-inflammatoire, ça dépend, ou on le fait prendre ça oralement. Et des fois, il faut aussi, du coup, mettre aussi une antibiothérapie s'il y a une suspicion d'infection. Parce que cette injection peut être faite dans des conditions hygiéniques qui peuvent entraîner que du fait qu'on a injecté ou on a envoyé la seringue dans la fesse. La seringue avait peut-être déjà des microbes qui ont été mis dans l'organisme. Du coup, c'est un peu complexe. Alors, déjà, si nous comprenons bien, l'attaque, on va le dire ainsi, soit de l'aiguille, soit du produit vers le nerf se fait sur le champ. Ce n'est pas que la personne fait la piqûre et ensuite après elle rentre, un jour, 2 jours après, elle se rend compte qu'il y a un problème. Les symptômes se font voir immédiatement après avoir reçu l'injection. Parfois, c'est spontané. C'est spontané au décours de l'injection. Au fait, cette paralysie fait partie des manifestations post-injection qui ils sont classées parmi ces manifestations, mais qui restent un peu plus longtemps. Et parfois, c'est spontané. Aussitôt, on injecte, le patient ou la patiente est incapable de bouger.
le membre. Comme il a dit, la douleur pour certains c'est vivre et la personne te dit immédiatement ce qu'il sent et décrit la manifestation qui suit le trajet du nerf. La manifestation qui suit le trajet du nerf. Il te dit, quand on m'a piqué, c'est comme si un coup de foudre a traversé cette zone. Bon, on a tous... Bon, déjà, tu t'es déjà fait piquer ou pas? Tu as ressenti ça, non? Ou bien on parle de l'injection sur la fesse. Hein. La fesse ou la cuisse? Ou la cuisse. Mais en général, on a eu des fois des injections, on sent. Tu ressens comme une décharge électrique. Hein, et c'est voilà, c'est le produit, en fait, c'est ce que les médecins nous disent, que c'est le produit qui fait son... Donc, en fait, on ne doit pas ressentir cette décharge-là, c'est ça? Il y a certains produits, quand on fait l'injection, ça fait mal. Nous ne sommes pas des médecins du domaine pharmaco, on n'est pas des infirmiers dans le domaine des injections. Mais ce que nous avons aussi en notion de soins infirmiers, il y a des produits par injection, ça fait un peu mal. Mais quand la douleur décrit un trajet, cela veut dire que le nerf, un des nerfs, a été soit touché par la seringue, soit irrité par le produit. Et si ça reste longtemps, c'est délicat. Et donc, le cas de l'atteinte du nerf sciatique est que juste après l'injection, la douleur, elle est vive, elle est paralysante, et puis il y a cette possibilité de décrire le circuit et dire voilà ce qui se passe, j'ai senti ceci. Et comme il a dit, la prise en charge au niveau, malheureusement, la prise en charge devait être spontanée. Mais ce qui se passe, c'est pourquoi on a voulu faire cette émission. Beaucoup de personnes attendent pour voir plusieurs jours qu'est-ce qui va se passer. Donc on dit ça va aller et on essaie de gérer avec les moyens de bord. Donc ce qui serait intéressant, c'est immédiatement voir toute l'équipe pour enclencher la procédure de prise en charge. Généralement, on observe des personnels ou des accompagnants qui donnent de pommade salicylée ou quelque chose pour aller faire le massage, vous revenez 2 jours ou 3 jours après. Mais c'est des cas qu'il faut déclarer immédiatement. Dans la procédure médicale, toute manifestation post-injection devait être déclarée à l'équipe pour une bonne prise en charge. Ça nous ramène, voilà, pour les plus vétérans comme nous, qui détestions vraiment la prise, le fait d'avaler, voilà, tu te dis que tu attrapes, tu serres les dents, les mâchoires, tout ce qu'il faut, on te fait la piqûre, une fois la douleur vient, elle est vive et puis elle s'en va. Mais plusieurs fois, quand on vous fait l'injection, si vous êtes vraiment quelqu'un qui adore, dans le sens contraire, les injections, c'est que vous avez les jambes tremblotantes tout juste après coup. Alors, à quel moment on sent que c'est pas juste la peur et la douleur normale, mais que c'est vraiment autre chose qui est en train de se passer là? Parce que, je suis désolée, on n'essaie pas de mettre donc le voile sur les choses, au contraire. Mais la plupart du temps, lorsque vous allez vous faire injecter et que ça me fait honte, oh courage, ça va aller. Va à la maison dans 2 jours, dans 3 jours, si ça ne va pas, tu reviens. Mais vas-y juste, tu secoues bien la partie là, et puis le sang va distiller tout. Ça, c'est le personnel soignant qui donne ce genre de conseils en général. Oui, mais habituellement, en fait, quand on fait une injection à un patient, la meilleure des choses, souvent, on vous demande de rester allongé pour un temps. Oui. Vous pouvez rester avec eux peut-être 5, voire même 10 minutes. Dans les 5-10 minutes, dans la plupart des cas, si c'est juste l'injection qui vous a fait mal, vous-même, vous allez vous en rendre compte que c'est rien, la douleur est passée. Mais si dans les 5-10 minutes, vous sentez que la douleur devient plus importante, alors là, il y a un problème. Normalement, c'est comme ça, là, ça doit se faire. Il y a un problème. Alors, comme l'a dit mon collègue Oda, on vous réfère rapidement pour une prise en charge immédiate. Et pour ajouter, à part la douleur, au niveau de l'atteinte du nerf sciatique, je vous avais dit tout de suite qu'il y a 2 branches
à un moment. En fait, le nerf, il y a le tronc principal qui quitte et est arrivé au niveau de la cuisse qui se divise en deux, la partie interne et la partie externe. Et donc, après l'injection, il peut s'avérer si ce sont les fibres de la partie interne qui sont touchées, il y a une manifestation. Si c'est la partie externe qui sont touchées aussi, il y a la manifestation. Et si c'est tout le tronc qui est touché, il y a la manifestation. Donc, on va englober pour ne pas mélanger les idées aux gens. Donc, ce que vous allez pouvoir sentir, à part la douleur, on peut sentir un refroidissement du pied, que ce soit à gauche ou à droite. On peut sentir l'impossibilité de lever ou de rabaisser le pied en fonction du tronc qui est touché. Donc la personne, vous lui demandez de lever son pied ou de rabaisser. Quand il a cette difficulté-là, déjà le personnel doit commencer par réfléchir à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut ensuite aller toucher la planche du pied, le dessus du pied, le bord du pied, au niveau de la cheville pour voir si la personne ressent. Quand le patient ne ressent pas, là vraiment il y a un problème. Donc c'est des signes qu'il faut chercher. Alors si les signes ne sont pas du tout indolores, comment cela se fait-il qu'on ait des personnes, on nous dit c'est parce qu'on lui a fait une injection à l'hôpital qu'elle est devenue, voilà, lame, je ne sais pas comment, pas paralysée, mais en tout cas avec, voilà, un déficit, oui. Comment? Donc, bon, voilà, un déficit. L'évolution, ceci on est dans les signes. Okay. On est dans les signes d'abord. Oui, mais parce que là, nous nous rendons compte que les signes, de toute façon, doivent déjà interpeller. Oui. Oui. Et donc, que ce soit la personne, le patient qui est venu recevoir, que ce soit les parents, c'est le but de cette émission, c'est que une fois qu'il y a ces signes qui sont évidents, il faut qu'on réfléchisse, qu'on n'attende pas pour dire on va réfléchir, on verra ce qu'il faut faire. Ce matin, nous parlons de la kinésithérapie et de la paralysie sciatique avec M. Oda et notre invité, M. Bamana Batako. Nous allons revenir tout à l'heure là-dessus, mais il est 7 heures et nous allons faire l'interruption pour les informations. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la matinale Nectar. Dans l'actualité, ce dimanche, la communauté internationale a célébré le 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes. Au Togo, plusieurs manifestations étaient inscrites au programme. Les femmes de l'Office togolais des recettes, par exemple, se sont retrouvées au Centre international des conférences de Lomé pour échanger sur leur rapport dans l'implémentation du plan national de développement 18-22. Suivez plutôt le reportage. Avec cet élément, toujours dans la veine du 8 mars, une de nos équipes s'est rendue dans la V où elle a rencontré Dame Ama. Malafoutière de profession, cette dernière se bat au quotidien pour son émancipation. Nous la découvrons dans son univers avec Myriaï Ali. Ama est une malafoutière, un métier jadis réservé aux hommes. Femme au foyer et mère de famille, elle est revendeuse au marché de Nouépé. Elle est productrice de vin de palme et de la boisson locale Sodabi. Depuis toujours, elle s'est battue pour son autonomie financière. Chaque fois que les hommes se rendaient dans les palmeraies pour l'extraction et la préparation de Sodabi,
j'aimais les accompagner. J'ai appris le métier et peu à peu, je me suis mise à mon compte. Il est important que la femme ait un travail pour pouvoir se prendre en charge et cesser de compter seulement sur les hommes. Cette autonomisation tant recherchée par les femmes fait son bonhomme de chemin dans nos milieux ruraux. Ama ne veut pas être en marge de cette lutte. Elle sensibilise, associe et encourage ses pairs à opter pour ce métier, autrefois l'apanage des hommes. Notre présidente de l'Assemblée est une femme. D'autres sont ministres, docteurs, qui dit que les femmes ne peuvent pas faire le même métier que les hommes. Elles en sont capables. Nous avons une haute estime pour nos femmes ici à Nopé Demimé et dans toute notre localité. Ensemble avec les clubs de maires du village, nous échangeons sur comment construire une vie meilleure. Avant, les hommes battaient les femmes et piétinaient leurs droits. Mais chez nous, à Demimé, ça n'existe plus. Active et très engagée, Ama est encore présente ce matin à la réunion extraordinaire avec ses pairs des groupements qui luttent à la base pour l'épanouissement des femmes de la préfecture de Lavé. L'ordre du jour, les préparatifs pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme en différé. L'organisation se fait par rapport aux différents groupes de femmes. Donc on a le groupe des clubs des mères, on a le groupe des femmes FATS, le groupe de la santé, il y a les femmes enseignantes et les papas champions qui nous appuient. Une femme qui connaît ses droits est une bénédiction pour son foyer. Nous les hommes avons le devoir de les accompagner et leur concéder ces droits pour l'épanouissement du foyer et de notre société. Dans nos us et coutumes, on dit que quand le mari ne donne pas l'autorisation, la femme ne doit pas sortir. Donc déjà leur appui nous aide à expliquer aux autres hommes qui ne font pas partie de leur groupe que normalement la femme a la possibilité de faire beaucoup de choses. Pas seulement la maison, mais elle peut sortir, elle peut faire d'autres activités qui peuvent apporter quelque chose au développement de notre pays. Ensemble, elles vont trouver la formule idéale pour faire de cette célébration une réussite. La journée des droits de la femme a été célébrée dans la ville l'année passée. C'est là où j'ai appris que les femmes aussi ont le droit d'hériter la terre. J'ai été très contente parce que nous rencontrons souvent ce problème dans nos villages. Maintenant que je connais mes droits, je ne permettrai plus que les hommes les piétinent. C'est au niveau de l'action sociale que les femmes étaient invitées pour pouvoir s'organiser. Cette année, c'est les femmes elles-mêmes qui viennent à nous. C'est les femmes elles-mêmes qui nous demandent de venir les organiser pour qu'elles puissent tenir cette fête. Elles peuvent compter sur l'appui des collectifs Papa Champions à leur côté. Des hommes exemplaires, comme elles le disent, qui comprennent la lutte des femmes, les soutiennent et les accompagnent diversement. Disait tantôt, ce dimanche, la communauté internationale a célébré le 8 mars la journée dédiée aux droits des femmes. Au Togo, plusieurs manifestations étaient inscrites au programme. Les femmes de l'Office togolais des recettes, par exemple, se sont retrouvées au Centre international des conférences de Lomé pour échanger sur leur rapport dans l'implémentation du plan national de développement 18-22. Suivez plutôt le reportage. Aux couleurs du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, l'agente féminine de l'Office togolais des recettes OTR s'exprime. Elle expose ses conditions de vie et de travail. Ces femmes s'insurgent contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel et les inégalités dont elles sont victimes. En ce jour qui leur est dédié, des femmes modèles qui contribuent à l'épanouissement de leurs semblables et à la promotion du civisme fiscal ont été honorées pour leur engagement. Ce trophée symbolise justement la synergie des actions des différentes institutions mises en place dans la République pour atteindre l'objectif de la croissance économique durable et inclusive dans notre pays. Ce sont les femmes aux côtés des hommes qui feront la prospérité de notre nation.
L'OTR et le PND, un nouvel horizon de l'implication de la femme au développement. C'est autour de cette idée maîtresse qu'elles ont célébré cette journée. Occasion pour elles de mettre en valeur leur apport dans la réussite des actions de l'Office. Elles sont le pilier, le socle de la réussite des objectifs de l'Office. Donc, les femmes vont continuer à jouer davantage leur rôle aujourd'hui pour pouvoir assurer la bonne collecte des recettes. Parce que pour que la collecte soit bonne, il faut d'abord qu'il y ait un bon accueil du partenaire, de l'opérateur économique. Si l'opérateur économique est bien accueilli, il serait facile pour lui de pouvoir payer. À l'Office togolais des recettes, la femme occupe une place de choix. Tout est mis en œuvre par les premiers responsables de l'institution pour favoriser son épanouissement. L'UTF est résolument engagé pour la réussite du PND et ceci grâce à son personnel au sein duquel les femmes occupent une place de choix. J'invite à cet effet les femmes de l'UTF, au vu du thème retenu, à participer à la promotion du civisme fiscal, à mettre en éveil les valeurs de l'UTF. En prélude à cette célébration, plusieurs activités ont été menées pour contribuer à sauver des vies humaines et promouvoir davantage le développement de la femme. De l'opération de don de sang au lancement du projet Une femme, une identité, en passant par des sensibilisations sur les droits de la femme, tout était au rendez-vous pour que cette journée porte des fruits. Le premier cas a été annoncé par le gouvernement la semaine dernière. La maladie au coronavirus a été détectée au Togo. Ce matin, nous vous proposons les 9 gestes qu'il faut adopter pour l'éviter. Nous retrouvons Esther Laclé. Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Déjà, 15 millions d'habitants placés en quarantaine au nord de l'Italie. 16 morts en France avec 949 cas confirmés. La Chine compte 80 651 cas, dont 3070 décès. Le nombre de cas dans le monde s'élève à plus de 102 000, dont 3491 décès dans 94 pays. Nous sommes désormais avertis, prenons toutes les mesures qui s'imposent pour éviter cette maladie. Caresser le monde, c'est le vernissage qui a réuni les mordus du beau ce week-end à Lomé. Les tableaux exposés dégagent une quintessence hors norme. Contemplons-les dans ce reportage de Yata Aratem. Derrière cette porte, des œuvres d'art aussi expressives les unes que les autres. Ici, ce sont des tableaux qui véhiculent transparence, superposition, un vrai mélange de technique et d'écriture de Richard, un artiste qui ne cesse de séduire. Je trouve que son travail est un travail très soigné, un travail excellent et je pense qu'il faut le soutenir pour l'aider à réaliser des choses encore plus fantastiques. On dirait que le peintre est dans une autre dimension. Il ne peint pas les réalités sensibles, au contraire, il peint ce qu'il y a au-delà de la réalité sensible.
comme si quelqu'un se levait d'un rêve et prend son pinceau et commence pour ses forces de peindre, hein, de donner de la couleur, de donner des dimensions, de donner des formes à son rêve. Le somme de la création, Amlimaou le mystère, bout de bois, vue panoramique, scène de vie africaine. Autant d'œuvres qui exposent le talent et la vision lointaine des choses dont il s'inspire pour caresser le monde. L'artiste, quand il voit les couleurs, ça l'interpelle. Ça veut dire que l'inspiration vient du monde dans lequel nous vivons. Quand vous voyez les œuvres qui ont des formes carrées, arrondies et autres, ça veut dire que dans ce monde, il y a diverses formes de vie. Et dans ces vies, il y a des symboles qu'on ne raconte pas au quotidien dans l'art contemporain. Donc moi, j'essaie de transcender cela pour apporter du nouveau à la scène artistique. Artiste plasticien, Richard en est là à sa 30e exposition à travers le monde. Les États-Unis, le Sénégal, le Maroc, la France et l'Allemagne sont entre autres des pays qui peuvent témoigner du talent de l'artiste. Sur ces belles images artistiques que se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, restez toujours fidèles à la matinale Nectar. Merci beaucoup à Lucassi qui nous a fait le plaisir de nous présenter les informations. Et avant cette interruption, nous étions donc dans Agir pour la vie ce matin avec Monsieur Bamana Batako. On va dire B. Bernard pour aller plus vite, si vous êtes d'accord. D'accord. Monsieur Bamana Batako, B. Bernard et Monsieur Oda, tous deux kinésithérapeutes. Et ce matin, nous parlons de la paralysie du nerf sciatique due aux injections. Et tout à l'heure, avant que nous ne soyons à l'interruption, on se posait la question sur les causes et également les manifestations. Vous avez ce message qui dit « Bonjour, la vérité c'est que tous les premiers aides infirmiers étaient mal formés à l'époque et en plus les aiguilles des seringues étaient trop grosses. Ainsi, la probabilité pour devenir perclus après une piqûre était très élevée. » Merci à Monsieur Mola. Et on a ce message qui dit « Bonjour à vous sur le plateau. Comment faire? Parce que mon bébé a eu ce problème il y a de cela 4 ans et malgré les soins avec le kiné, cela ne passe pas. Il a toujours très mal et on a peur qu'il reste ainsi. » D'abord, à la réaction de M. Mola, ceux qui sont formés dans les institutions idéales, je prends le cas de l'ENAM, et les écoles homologuées respectent plus ou moins les normes pour les injections. Les accidents, ça arrive. Mais ce qu'on a plus déploré dans notre pays, c'est qu'il y a plus d'institutions clandestines. Les gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas diplômés, qui peut-être est resté chez un médecin, un infirmier, a été garde-malade à la retraite dans une institution d'État, et puis se proclame médecin ou infirmier dans le quartier et qui fait des injections. Et là, les accidents sont vraiment évidents. Mais on n'exclut pas tout ce qu'il a dit, il a sa raison. Maintenant, nous allons évoluer. Pour la deuxième question, on verra la prise en charge et on aura la réponse pour la dame. C'est-à-dire que la prise en charge pour la personne qui a envoyé le message par rapport au bébé, 4 ans c'est quand même beaucoup, non? 4 ans c'est quand même beaucoup, non? Beaucoup par rapport à... C'est-à-dire que si vous êtes une dame, veuillez préciser, je vous en prie, parce qu'elle nous dit que son bébé a eu une injection. Comment faire pour les bébés qui... justement, ne peuvent pas réagir comme nous, les adultes, et dire, voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça, je me sens comme ceci, comme cela. Et elle dit que son bébé, après une injection, a des problèmes, et elle pense que ça doit être ça, et que depuis 4 ans,
rien ne change. Ils ont peur que l'enfant ne reste ainsi. Monsieur Bamana va s'occuper de la prise en charge. Moi, je vais donner un peu l'évolution. Et l'évolution, c'est comment? Après les premiers signes, dans les 15 premiers jours, normalement, s'il n'y a rien, ça évolue très bien. Si ce n'est pas grave. C'est quoi si ce n'est pas grave? C'est-à-dire que le nerf a été effleuré ou... Voilà, le nerf a été effleuré, c'est le médicament qui est déposé autour du nerf et qui l'embête. Et donc, dans les 15 premiers jours, 1 mois, les manifestations vont disparaître. Parfois jusqu'à 1 an. Donc, ça, c'est si c'est pas grave? Si c'est pas grave. Ça, c'est si c'est pas grave. Bon, si c'est un peu grave. Ok, d'accord. Parce que 1 an pour quelque chose qui n'est pas grave... si c'est un peu grave, ça peut aller jusqu'à 1 an, les manifestations vont disparaître. Mais la partie la plus compliquée, c'est quand les fibres ont été lésées par la seringue elle-même ou vraiment détruite. Là, nous savons que le système nerveux ne se régénère pas et donc, ou se régénère vraiment très lent. Du coup, la récupération, elle est pratiquement difficile à obtenir. Et donc, le travail du kinésithérapeute, comme M. Bamana va nous le présenter, c'est de lutter à la conservation de l'aspect musculaire, de l'aspect articulaire. Voilà. Donc, pour cette dame qui dit déjà 4 ans, cela veut dire que l'atteinte a été vraiment sévère. Monsieur Bamana? Oui. Si j'aborde la question de la dame, 4 ans déjà, c'est parce que l'atteinte a été vraiment grave. Vous voyez, avec les enfants, de petites fesses, une petite cuisse, alors si on ne fait pas attention, dans la plupart des cas, chez les enfants, c'est carrément directement sur le nerf que ça tombe. Et là, le problème est plus compliqué. 4 ans déjà, l'enfant pourrait récupérer. C'est pas aussi évident. Pourrait récupérer. Puis 4 ans déjà, c'est beaucoup. On ne sait pas ce qui a été fait au départ. C'est comme on le disait tout à l'heure. La meilleure chose, c'est quoi? Si la prise en charge, la première prise en charge n'est pas une bonne prise en charge au départ, on risque d'avoir plus de complications devant. Et la prise en charge se fait normalement comment? Comme on l'a dit tout à l'heure. Du coup, certains, juste après l'injection, la personne a mal, il ne peut même pas marcher. On sait en même temps que c'est ça. On le fait prendre des antalgiques anti-inflammatoires, on va voir antibiotiques si on suspecte qu'il y a une infection. Au-delà de ça, les kinésithérapeutes peuvent la prendre en charge pour continuer en faisant genre cryothérapie, chercher toujours à calmer la douleur et faire maintenant des attelles que nous appelons des attelles de correction. Parce que s'il y a la paralysie déjà, vous allez voir la personne qui ne peut jamais lever le pied comme ça. Quand il lève le pied, vous allez le voir comme ça. Quand il lève le pied, il tombe. Du coup, dans les premiers moments, il faut mettre une attelle pour corriger ça. Et cette attelle, la personne doit continuer par utiliser cette attelle au même moment où on lui fait faire la rééducation. Quand je parle de la rééducation, c'est les exercices de kiné, comme on l'a déjà expliqué plus haut, que la kinésithérapie, c'est le traitement par des mouvements. Alors, on continue par faire des exercices avec la personne et la personne continue par porter l'attelle. Si ces conditions, au départ, n'ont pas été mises sur place, on a toujours un gros problème à la fin. D'autres finissent carrément par ne plus récupérer. D'autres ont quand même la chance de récupérer parce que la prise en charge a été bien faite ou au départ, l'atteinte n'a pas été assez importante. Au départ, l'atteinte n'a pas été assez importante. Donc, ce qui veut dire que si ça peut aller crescendo. Oui, justement. Si l'atteinte n'a pas été importante, comme on le dit, du coup, d'autres, on se retrouve carrément sur le nerf. D'autres, c'est l'irradiation du produit qui vient embêter un peu le nerf. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas toujours les mêmes complications. Vous avez ce message depuis le Sénégal qui dit bonjour, moi je voudrais savoir s'il y a plus de difficultés pour un adulte qu'un enfant à récupérer lorsque le nerf sciatique est atteint. Pour l'enfant,
La récupération est plus facile parce qu'il est encore en construction. Si ce n'est pas une section totale. Mais pour un adulte, il est complètement construit du point de vue biologique et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais comme M. Bamana a souligné, dans l'évaluation déjà au début, nous avons les médecins qui prennent la disposition d'évaluer le degré d'atteinte par des analyses de l'électromyogramme, du scanner jusqu'à l'IRM pour voir qu'est-ce qui s'est passé. On fait de l'électromyogramme pour évaluer le degré de l'atteinte. Et donc, on peut déjà, à ces étapes, savoir ce qui peut arriver. La récupération peut être partielle, elle est ou totale, en fonction du nombre de fibres ou de la zone qui a été endommagée. Voilà. Alors, je ne sais pas si nous avons la possibilité d'avoir déjà les images à l'écran. Il nous reste peu de minutes. Si on pourra avoir les images, si elles sont déjà là, ça serait bien, afin qu'on puisse expliquer un peu à nos amis téléspectateurs de quoi il en retourne. Alors, la prise en charge, la personne a été touchée, comme on le dit. Il faut d'abord aller voir le médecin. Il va peut-être recommander à ce qu'on fasse une... Déjà, à la base, je peux aller. C'est au personnel qui a fait l'injection qui doit réagir, puisque c'est une manifestation post-injection. C'est immédiatement, il doit réagir pour dire, voilà, j'ai fait une injection, aller vers son chef hiérarchique, dire, j'ai fait une injection, il y a un problème. Et tout le système serait enclenché en voyant le médecin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Bamana a été clair. C'est d'abord calmer la douleur. C'est un élément... Comme on a dit ici plusieurs fois, la douleur, c'est l'ennemi de l'homme en toute chose. Donc, calmer la douleur, surtout un enfant qui pleure, on ne sait pas comment le gérer. C'est de calmer la douleur par le froid, les orthèses, les attelles pour positionner le membre. Et ensuite, ce qui est déplorable, c'est qu'on donne les pommades et on demande d'aller masser. Imaginez une plaie qu'on va masser, on peut aggraver. Voilà, donc, à la première séance, évitez de le faire. Et donc, quand on constate que notre enfant arrivé à la maison, ça peut ne pas être spontané, développe ces signes, il faut retourner voir l'infirmier qui a fait l'injection et que le système soit mis en place. Voilà. Donc, retournez voir l'infirmier. Comment vous arrivez à détecter cela sur les petits enfants qui n'arrivent pas à parler? Parce que j'ai remarqué parfois, chez plusieurs mamans, après les consultations avec les bébés, les vaccinations, les injections qu'on leur fait, arriver à la maison, dès qu'on prend le bébé, il ne fait que pleurer. Et parfois, vous allez entendre la maman dire « j'ai l'impression que ça lui fait mal ». Donc, comment vous arrivez à détecter ça sur l'enfant qui n'arrive pas à parler? Bon, pour les enfants, par exemple, quand vous allez à l'hôpital, on fait une injection à un enfant, la meilleure chose à faire très souvent, c'est que l'infirmier ou celui qui a fait l'injection vous fait une ordonnance dentalgique, genre Efferalgan, que l'enfant doit prendre matin, midi, soir. Parce que du coup, cette injection doit faire mal. Alors, au-delà de ces 3 jours que l'enfant prend pour éviter des douleurs parce qu'elle a été injectée, s'il y a quelque chose, vous voyez, quand on met l'enfant couché sur le dos, ils jouent toujours, ils font des gestes, ils bougent les pieds. Vous allez constater que le côté où on avait fait l'injection, l'enfant ne pourra pas bouger le pied comme il faut. Alors là, la maman doit voir qu'il y a un problème. Et on la ramène rapidement à l'hôpital pour que la prise en charge soit faite. Et puis, ce n'est pas fini, il y a d'autres réflexes. Quand tu passes le doigt sous la planche du pied d'un enfant, et même un adulte, il replie le membre. Si l'enfant ne réagit pas à ces gestes, déjà on se dit qu'il y a un problème. Donc l'enfant ne parle pas, mais c'est par rapport, comme il a dit, à ses mouvements. Alors ça, c'est vraiment aux parents maintenant d'avoir une certaine, d'être vraiment attentif à la réaction de l'enfant, parce que comme on le dit pour les nourrissons, pour les bébés, on peut faire, l'enfant pleure et on dit donne-lui le sein, l'enfant prend le sein et puis se console comme ça. Le temps d'arriver à la maison, la maman se dit voilà, alors qu'il y a eu quelque chose de grave qui a été fait. Et là, c'est maintenant à vous, les parents, d'avoir vraiment l'œil sur l'enfant pour voir que tiens,
il n'a plus de gestes réflexes quand on lui fait ci ou ça et pouvoir le ramener. Sinon, on se dira, bon, comme on est chez nous, hein, on a les signer à l'osizozo, à zine, mais quoi. Là, mais là, quoi, là, dans... Oui, non, mais c'est... Bon. Mais c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Des compositions d'huile de maison qu'on passe dessus pour faire calmer. C'est la réalité africaine. Et puis, comme Miss Gab l'a dit, il y a des médicaments, quand on inocule dans le muscle, ça fait mal. Comme on l'a dit au début. Et chez l'enfant, si ça fait mal, la rougeur reste longtemps, ça devient dur, et que ça attend vers sous forme de pus, on va utiliser les termes simples, il y a de quoi retourner voir le personnel soignant pour une bonne prise en charge. Il ne faut pas essayer de gérer à la maison parce que ça peut se compliquer jusqu'aux destructions de structures musculaires, nerveuses et tendineuses. Et ça serait compliqué pour l'enfant. Vous avez ce message depuis le Bénin. Bonjour le plateau. Mon neveu, suite à une injection, ne pouvait plus fléchir sa jambe. Il a fait des séances de kinésithérapie, ça n'a pas marché. Finalement, un ami nous a conseillé un neurologue qui nous a prescrit des médicaments. Tout est rentré en ordre par magie. Alors, pendant que M. Oda est en train de peut-être répondre à ce message du Bénin, est-ce qu'on pourra déjà commencer par voir les images pour les expliquer aussi? Oui, c'est ce qu'on dit. Généralement, voilà, ici on va retourner à ces images. C'est les orthèses qu'on prescrit, ces orthèses. Celui-ci, par exemple, c'est anti-équin qui va éviter que le pied tombe et qui va permettre à relever le pied à la marche. Donc, l'aile qui est au milieu, là, c'est le but. Donc, après l'atteinte du nerf, c'est pour... Voilà, ces orthèses, on les fabrique dès les premiers signes qu'on peut utiliser dans nos chaussures pour faire la déambulation. Voilà. Donc, en fonction de la taille du pied de l'enfant, de l'objectif de mobilité, on fabrique des orthèses, voilà, pour... Ceci, c'est pour un adulte, facile à attraper au niveau de la jambe pour facilement marcher. J'ai oublié la question déjà. Alors, donc, oui, voilà, ici, c'est chez une personne qui a le pied qui tombe à la marche. Et donc, c'est une particularité. Chez un adulte, on met un système au niveau de la jambe, un élastique qui relie la chaussure. Et donc, automatiquement, l'élastique ramène le pied quand la personne déroule le pas. Voilà. Très bien. Voilà. Et ici, on parlait du trajet du nerf et on a essayé, ce trajet, ce document, c'est représenter les deux trajets en rouge et en bleu. Il y a le trajet en bleu qui est composé des fibres du tronc externe et le rouge qui est composé de fibres du tronc interne. Voilà le trajet du nerf. D'accord. Voilà. Ok. Alors, la personne nous dit que les séances avec le kinésithérapeute n'ont pas marché, pardon, et c'est parce qu'ils ont consulté un neurologue qui a prescrit des médicaments que tout est rentré dans l'ordre comme par magie. C'est pas comme magie. Moi, je dirais par exemple un kinésithérapeute qui prend un séquel d'injection sans consulter un neurologue, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Ah. Oui, séquel d'injection dans le cas de la sciatique, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il doit consulter le neurologue. Le neurologue doit pouvoir, parce que ce n'est pas le kiné qui fait les analyses que j'ai précitées. C'est le neurologue qui doit identifier, faire les analyses, interpréter et nous dire, voilà, c'est tel tronc, telle fibre, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui s'est passé. Nous avons notre arsenal de soins, on sait ce qu'il faut mettre en œuvre pour récupérer en fonction de l'objectif que le médecin s'assigne pour nous. Malheureusement, il y a beaucoup dans le quartier, on est injecté. J'ai toujours dit ça, et il faut toujours voir un médecin. Et quand c'est un problème de nerfs, il faut voir un neurologue. Et c'est important. Il se pourrait que le problème nécessite un accompagnement médical et le kiné va permettre à une bonne récupération. L'acte du kiné peut être utile, d'ailleurs salvatrice,
ou salvateur plutôt, pour ce patient, sans qu'on ne sache, parce que le kiné, en travaillant, a préservé certaines structures avant qu'on ne prescrive le médecin. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait quelque chose de bon. Il a aidé peut-être le patient à conserver des acquis pour éviter que ça aggrave. Nous avons eu un cas comme ça une fois, c'était à Tapamé, qui a traîné, et quand c'était arrivé, la personne ne pouvait pas fléchir le genou. Donc, ne peut pas plier son genou. Et quand on l'a reçu, on a fait appel à notre médecin, excusez-moi. Et après bilan, ce n'était ni neurologique, ce n'était pas neurologique, c'est parce que le produit injecté au niveau du muscle, de la cuisse, s'est calcifié, a adhéré le muscle de la cuisse, le quadriceps et l'os. Et donc, le muscle ne bouge plus, la personne ne peut plus plier. Donc, il faut enlever cette adhérence. Et ça a été fait et tout est rentré en ordre. Donc, c'est le médecin qui doit savoir ce qui s'est passé. Et là, je suis d'accord. Merci. Alors donc, dernière question, ce que nous comprenons, c'est que lorsqu'on fait face malheureusement à ce genre de cas, la première responsabilité, on incombe au personnel soignant qui assiste à l'événement. C'est à la manière dont eux, ils gèrent cela qu'on peut être dans un cas grave ou moins grave. Hein. C'est bien ça. Et en fonction de l'atteinte, oui. Ok. L'atteinte est vraiment délicate à observer. Si c'est partiel, la récupération évolue bien, mais si c'est une section totale. On peut aller jusqu'à combien d'années avant de récupérer? À vie. Si la section est totale, la personne va porter son orthèse à vie. C'est pour cela qu'on dit la prise en charge doit être, comment appelle-t-on, précoce et dans les normes. On l'a dit, peut-être qu'on ne l'avait pas dit au départ, c'est toujours le médecin, le neurologue. Quand on dit, on fait l'injection, il y a un souci de référer à leur chef, je viens de faire une injection, on a constaté qu'il y a tel. Le chef, c'est quoi? C'est le médecin. Et si ce n'est pas un neurologue en ce moment, le médecin demande à ce qu'il fasse une consultation en neurologie et les neurologues vont faire leur bilan et tout le reste, situer et envoyer au kinésithérapeute. Le kinésithérapeute, à son niveau aussi, fait son petit bilan pour voir les déficits, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et le travail continue comme ça. Et le kiné et le neurologue va voir même des fois l'infirmière. Pour terminer, notons aussi qu'il y a certaines pathologies qui peuvent rentrer dedans sans être séquelles d'injection. Donc des diagnostics différentiels, comme on dit chez nous. Il y a certains enfants qui ont des problèmes cachés. C'est au décours de l'injection, l'enfant commence par avoir mal et on commence par crier sur l'injection et on fait des choses qu'on a l'habitude de faire. C'est pourquoi nous conseillons, quand il y a ça, juste après l'injection, il y a des complications, ramener l'enfant pour qu'on puisse s'assurer que c'est l'injection ou il y a d'autres problèmes. Il y a les cas de nécrose de la tête fémorale qui, parfois, chez certains enfants, la phase initiale, on ne sait pas. C'est au décours d'une injection, cette douleur de l'injection crée la non-utilisation du membre et on peut le découvrir. Donc, il y a beaucoup de choses, il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas parce qu'on a fait de l'injection à mon enfant, il a mal, que c'est obligatoirement l'injection. Il faudrait qu'on puisse aller petit à petit à découvrir avec tout, on a l'habitude de parler de l'équipe. La prise en charge médicale se fait en équipe. Merci beaucoup, Monsieur Oda. Merci à Monsieur Bamana Batako. Non, vous allez partir, donc je vais le dire. Bamana Batako Badagema. C'est ça, hein? Non, c'est 4, puisque c'est Bernard aussi pour le... Voilà. On ne sait pas si ça a été fait exprès, mais... Non, c'était pas exprès. C'est un pur hasard. Au hasard, oui. Voilà. Un peu comme une injection. En fait, le hasard, c'était avec le nom de baptême. Bernard, ouais. en fait. Je l'ai pris comme ça et finalement, je me suis rendu compte que ça ne faisait que des B. C'est bon. Vous voyez, non? Même j'ai pas dit c'est merveilleux, j'ai dit c'est bon. C'est bon. Donc vous êtes, voilà, vous avez le 5e B. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement ce matin et comme on l'a dit, la prise en charge est très importante. Et la prise en charge, ce n'est pas le fait de prendre une pommade mentholée à l'eucalyptus ou je sais pas quoi à la maison et de masser. Il faut se rendre vers le personnel soignant
qui est vraiment à même de pouvoir vous guider, vous diriger et vous permettre d'avoir rapidement une bonne réponse. Et pour madame qui a envoyé pour son bébé, vous avez reçu un message, on vous demande d'aller chez les Chinois qui sont à côté de l'hôpital, bon, je ne sais pas, de on peut aller en service neurologique au CHU. Il y a l'unité clinique de la neurologie qui est là, il y a la neurochirurgie aussi qui est associée, on verra avec elle ce qu'il y a à faire. Ou elle vient à Sénao, il y a un médecin orthopédique pédiatrique qui consulte, elle prend rendez-vous, on consulte l'enfant et on verra s'il faut référer vers une équipe spécialisée. Merci infiniment. Numéro de téléphone. On lui commence. Mon numéro de téléphone c'est le 90 25 34 27 ou le 99 55 85 12. Voilà, 99 55 85 12 ou alors le 90 25 34 27. 90 25 34 27, ça c'est pour monsieur 4B, on va le dire ainsi. Le mien c'est le 90 34 45 93. 90 34 45 93 pour contacter monsieur Oda. Il y a plusieurs autres messages avec des personnes qui disent mon bébé ci, mon bébé ça. Donc j'espère que vous avez bien retenu les numéros 90 34 45 93 pour monsieur Oda et le 90 25 34 27 pour monsieur Bamana Batako Badagema Bernard Lebon. On vous souhaite de passer une très très belle journée. Merci de nous avoir accompagnés et on se retrouve la semaine prochaine. Avec vous, forcément, ça c'est sûr. Ah ben non. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons poursuivre l'émission et comme on vous l'a dit à l'entame, durant tout ce mois de mars, vous allez avoir l'immense plaisir et nous ici, l'immense honneur en tout cas, de pouvoir recevoir des visages féminins qui marquent vraiment la culture, la littérature, en tout cas le développement togolais d'une manière ou d'une autre. Et pour aujourd'hui, toute l'équipe est très 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 ravie de recevoir, on va dire quoi déjà, une aînée. Vous savez, parfois, vous mettez des photos de gens dans votre chat, puis vous dites, je serai comme elle. Voilà. On va recevoir une personne comme ça aujourd'hui et je ne vous en dis pas plus. On se retrouve juste après ceci. Ben, bizarrement, elle arrive avec elle, je ne sais même pas pourquoi. D'abord, elle est arrivée, c'est pas trop le truc là, c'est pas elle qui a été détectée, mais on ne sait jamais, avec tous les symptômes qu'elle a, on ne sait pas trop de quoi il en retourne. Donc, Miss Gab, si tu as des choses à léguer, pense à qui tu dois penser de droit. Bonjour Yemi. Bonjour Aïcha. Ça va? Super. Moi, ça va pas, c'est pas très bien la forme, mais ça ira quand même. D'accord. Ça va, c'est pas très bien la forme, mais ça ira quand même. Comme je vous le disais, vous le savez, nous sommes nous toutes ici sur ce plateau dans le domaine de la communication. Et plusieurs ont levé le pas et ont pris cela comme ras-le-bas de combat pour permettre à la femme d'exister, à la femme de pouvoir exercer ce métier-là bien avant que nous n'emboîtions le pas. Disons qu'il faut des éclaireurs pour pouvoir débroussailler le chemin. Et il y en a qui ont pris cela très tôt. Un visage qu'on a tous connu ici sur la télévision togolaise, qu'on a beaucoup apprécié. Elle a été donc aux commandes du journal de la TVT, que ce soit 13h, que ce soit celui de 20h également. Elle a produit et animé l'émission Antenne aux femmes. Je vous donne comme ça des indices. L'antenne aux femmes, et elle a été également donc la productrice et l'animatrice de l'émission Questions de femmes. Aujourd'hui, son visage n'est plus trop à l'écran, mais en tout cas son visage est sur des ouvrages. De qui parlons-nous? Miss Gab, non. Gaël, non. Yemi, non. Il s'agit donc de cette grande sœur
Je suis la plus vieille ici, donc je vais dire grande sœur. On ne sait jamais. Quand il y a des occasions, chacun se frotte un peu. Qu'on a le plaisir de recevoir Madame Dolibé Dorothée Tabiou, épouse Ibrahima. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation et bonjour à mesdames et messieurs. Le tic est revenu, hein, c'était donc justement comme ça. Bonjour mesdames et messieurs. Franchement, je palpite tellement j'ai de l'émotion comme ça. Alors, ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, quand mais faisait le journal de... Oh oui. Voilà, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on connaît. Et on se dit, mais dis donc, elle est où maintenant et tout ça. Vous allez tout découvrir aujourd'hui. Ça nous fait plaisir, mais un immense plaisir de vous recevoir sur le plateau. Et on se dit, bon, c'est une journaliste, une communicatrice. C'est normal, hein? Bon, on va parler de quoi? Du journalisme, on va parler de la présentation du journal, on va parler de comment produire, créer une émission. Non, on va parler de littérature, comme je l'ai dit, et de plusieurs de vos ouvrages que vous avez sortis, je dirais même en l'honneur de la femme. Tout à fait. Alors, comment vous êtes venu? On rentre déjà, hein, on commence par tirer, on lance tout. La passion pour l'écriture. Merci beaucoup. La fête, c'était hier, mais bon, la fête se poursuit. Et bonne fête à toutes les femmes. Et bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, la passion de l'écriture vient toujours de la lecture. Dès l'enfance déjà, toute personne, garçon comme fille, et moi personnellement, je m'étais beaucoup intéressée à la lecture. Parce qu'à l'école, il fallait réussir, hein, à tout prix, il fallait réussir. Et pour réussir, il faut découvrir, il faut apprendre, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, il faut enrichir sa culture, il faut s'enrichir soi-même, il faut se donner une personnalité. On fait ça comment? C'est à travers beaucoup de lectures. Alors, la lecture nous informe, la lecture nous éduque, la lecture nous guide, nous donne des angles. Et la lecture nous permet de nous évader souvent. Et surtout, la lecture nous permet de voyager, d'aller d'un pôle à l'autre tout en étant sur place. Alors, cette lecture-là a continué lorsque j'ai opté pour le journalisme. Et vous-même, vous savez que le métier de journaliste n'est pas facile. Quand vous ne lisez pas, quand vous n'allez pas vers les autres, quand vous n'essayez pas de savoir ce que les autres font, vous ne pouvez pas réussir dans le journalisme. Parce que le journaliste, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui s'éduque tous les jours, pour ne pas dire chaque heure. C'est celui qui apprend tout le temps. Et dans cet apprentissage-là, il y a la lecture. Lorsque, par exemple, on vous envoie à un reportage, ou que vous avez une émission à préparer, ou un documentaire à préparer, il y a une thématique derrière. Il faut d'abord aller à l'école du thème. Alors, on va à l'école du thème comment? En approchant les experts, mais aussi en lisant ce qui est déjà visible, écrit sur le thème. Parce qu'on ne peut rien inventer. Tout existe déjà. Seulement, comment découvrir ce qui existe et maintenant conjuguer avec ce que vous voulez faire, conjuguer avec l'information que vous voulez donner, conjuguer avec comment vous voulez communiquer avec les autres par rapport au thème, et maintenant voir comment vous voulez convaincre les autres par rapport à l'angle que vous avez choisi pour le reportage, pour le dossier, pour l'émission, pour les documentaires. Donc, il faut toujours revenir au livre. Alors, je dis toujours qu'à un moment où j'ai eu un bon désert dans ma vie professionnelle, et tout le monde le sait, je ne vais plus revenir là-dessus. Alors, je me suis mise à voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a eu. Donc, il y a eu un frein. Donc, j'ai fait une rétrospection
je me suis rendu compte que waouh, j'ai quand même fait. Hein? Quoi qu'on dise, j'ai eu. Alors, avec l'aide de mon mari, d'autres personnes, comme M. Inandjo, comme l'ancien ministre d'Orkenou, j'ai mis en place les thématiques. Et c'est comme ça que je me suis mise dans l'écriture. Et moi, ma prédilection dans le temps, en tant que journaliste, c'était les femmes. Attendez là. C'était les femmes, c'était les enfants. Parce que dans le temps, dans les années 92 jusqu'aux années 2000, en fait, nous étions à la rédaction en desk, en rubrique. Donc, chacun doit être dans la rubrique et tu te concentres dans la rubrique pour devenir, comme on le dit entre guillemets, des experts 1. Des experts 1. Bon, moi, la rubrique que j'avais prise, c'était femmes et enfants. Donc, ça fait que c'était le social, entre guillemets. Donc, je me plaisais bien dedans. Donc, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'informations. Et l'information seule ne suffit pas. Lorsqu'on a l'information brute sur le terrain, lorsqu'on a les conversations avec les uns et les autres, lorsqu'on a écouté les experts, il faut recouper l'information. Parce que c'est pas parce que c'est un expert que ce qu'il dit est forcément vrai. Exact. Voilà. Ou la définition qu'il donne est forcément ça. Donc, on prend tout, mais en arrière, on prend les encyclopédies, on prend les livres qui existent et on recoupe l'information. Avec d'autres personnes également, on recoupe l'information et lorsqu'on finit de recouper l'information, on est quasi sûr de la matière qu'on tient et c'est là où on passe au journal, on passe dans les émissions. Alors, et le reste, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que c'est une infime partie. Quand on va à la récolte de tout ça, vous avez tout un lot d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Vous savez, le journal, c'est combien de temps? Exact. Les dossiers, c'est combien de temps? 4 minutes du dossier, c'est déjà trop grand. Donc, c'est vrai que l'émission, ça dure 1 heure, 1h30, 1h15, mais tout ne part pas dans l'émission. Donc, le reste, on fait quoi avec? Alors, à travers la lecture, j'ai appris aussi qu'il faut partager. Dans la vie, il faut savoir partager. Il ne faut pas toujours garder les choses pour soi. Il ne faut pas se dire, oui, c'est moi seul. Non, c'est très mauvais. Lorsqu'on dit, je garde ça pour moi seul, non, c'est pas bien. Donc, il faut savoir partager. Il faut savoir s'ouvrir aux autres. Donc, on partage comment? Alors, moi, dans le journalisme, le partage, vous savez, est intense. Hein? Alors, on partage comment? Après l'écran, on partage comment? À travers le livre. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, et je me suis mise à écrire, et c'était tellement fabuleux. C'est comme si j'en rêvais toujours, c'est comme si c'était toujours moi. Alors, il a fallu qu'une situation de crise se présente pour que ce talent-là, disons, émerge et fasse jour. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous le dites, 6 ouvrages, un dernier est en cours de préparation. Oh mon Dieu, là, je bois, je suis comme les collègues sur le plateau, on boit littéralement vos propos et c'est sûr que d'ici la fin de l'année, là, on ne va pas sortir un livre, non? On va essayer, non? Oui, en principe, regardez ce qui se passe. Je prends seulement l'Europe, je ne parle pas de l'Amérique, je parle seulement de l'Europe. Regardez, tous les grands journalistes qui sont à l'écran, à la télévision togolaise, à la radio, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tous des livres, ils sont tous des écrivains. Pourquoi? Parce que c'est comme si, quand on est journaliste, on est poussé vers... Oui. Hein? On doit être écrivain quand on est journaliste. Pourquoi? Parce que quand on est journaliste, on est dense. Alors, et si on ne fait pas attention, on peut... Il y a quelque chose qui boue en nous. Qu'est-ce que je fais? Quand vous voyez l'attitude, vous avez une émission tout à l'heure qui est passée avec le comportement des mamans, comment s'occuper des enfants. Quand il y a un problème, quand vous faites face à un seul cas, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais écrire pour sensibiliser l'un, pour informer l'autre, pour attirer l'attention sur. Parce que ce n'est pas toujours qu'on connaît. Ce n'est pas toujours qu'on va vers l'information. Souvent, on est là statique. Donc, quand on se dit, mais tiens, il y a tel qui a attiré mon attention, les personnes vont, achètent le livre, ou carrément cherchent les livres dans les bibliothèques et autres, lisent et se disent, waouh, il y avait ceci, je ne savais pas. Et cette manière aussi de découvrir l'autre en tant que journaliste
aide d'autres. Je suis souvent dans le monde des femmes, aide souvent les femmes et aussi les hommes à aller aussi vers la lecture et l'écriture. Voyez-vous, parce que tout est partageable, vous savez. Souvent, on écrit quoi? Le livre n'est pas tombé du ciel. Hein. Le livre, ce sont nos expériences de vie, nos expériences de tous les jours. Tous les jours. Alors, vous l'écrivez. Vous l'avez vécu comment? Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut des formations pour vous encadrer par rapport à l'écriture, parce qu'il y a une manière d'écrire, il y a différents types de livres. Le choix que vous ferez par rapport à un essai, par exemple, l'écriture d'un essai, la manière dont il faut faire, la syntaxe, et le style, c'est différent, par exemple, de l'écriture d'un poème. Par exemple, ou d'un recueil de poèmes. Donc, il faut aussi aller à l'école d'eux. C'est pour ça que moi, je dis souvent que nous, les journalistes, nous sommes bien lotis. Parce que nous, les journalistes, nous nous formons tout le temps. Nous nous éduquons tout le temps. C'est-à-dire, nous sommes à l'école tout le temps. Tout le temps, nous sommes à l'école. Donc, qu'est-ce qui empêche un journaliste, par exemple, de se dire, waouh, j'ai fait telle expérience pendant 5, 10, 3 ans. Bon, je vais quand même noter, mettre ça noir sur blanc, et partager avec d'autres élèves, par exemple. Partager avec d'autres collègues, par exemple. Partager avec, non simplement des femmes, des jeunes, des hommes aussi. Voyez-vous? Et je pense que c'est très important. Tout journaliste doit être écrivain. Tout journaliste doit être écrivain. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des parutions bientôt de l'équipe nectarienne. Et justement, on va revenir un peu sur les ouvrages que vous avez sortis, Madame Dorothée. Et j'ai ici un ouvrage, Ma culture, ma richesse, les reines mères. Et c'est vrai que, comme vous le dites, au détour d'un événement, au détour d'une rencontre, tout de suite, il y a une idée qui germe. On se dit, il faut que je puisse partager cette idée-là avec les autres pour qu'ils puissent apprendre un peu. Je voudrais déjà dire que, bon, j'en ai eu trois de vos ouvrages qui s'intéressent aux femmes, mais sous différentes coutures. Là, présentement, nous sommes au niveau de la tradition. Les reines mères. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Merci beaucoup. Les reines mères, ma culture, ma richesse. Les reines mères a été édité aux éditions Aoudi en 2017. Alors, pourquoi le choix des reines mères? C'est vrai que les livres, les tout premiers livres ont été des livres plus ou moins liés à l'institution politique, à l'institution économique des femmes. Alors, quand j'ai fini les Nana Benz, je m'étais dit dans le temps, voilà, les Nana Benz sont à l'honneur, c'est vrai, mais ça n'a rien de culturel en fait. Ça n'a rien de culturel, c'est plus dans le domaine économique du management et aussi du leadership féminin. Alors, dans ma culture, qu'est-ce qu'il y a? Lorsqu'on sort du Togo, j'ai fait 2 fois les États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis, tout le monde connaît les Nana Benz. Les Nana Benz, les Nana Benz, les Nana Benz. Alors, Togo, Nana Benz. Alors, à part les Nana Benz, il n'y a plus rien. Nous n'avons plus rien au Togo. Alors, c'est là où j'ai réfléchi. J'ai parcouru de Anéro jusqu'à Dapan. Je ne suis pas allée à Saint-Cassé, malheureusement. De Anéro à Dapan, je me suis dit, bon, qu'est-ce que dans notre culture, par rapport aux femmes, peut aussi être vendu à l'extérieur pour qu'on dise, waouh, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. C'est là où j'ai découvert la reine mère. Et puis, il y a une blanche aussi, qui a été honorée, reine mère, et elle est dans son village. Oui. Et j'ai vu qu'à l'extérieur, sur la toile, tout, beaucoup s'intéressent à ce thème-là. Alors j'ai fait le tour, je suis allée, comme je l'ai décrit dans mon livre, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, mes 2 grands-mères étaient des reines, mais je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Il a fallu que je me mette à faire des recherches sur les reines-mères pour découvrir qu'en fait, ma grand-mère maternelle était reine-mère à Kaboussara et ma grand-mère paternelle était reine-mère à Ouadandékou Adipou, voilà, à Bassa. Alors, quand j'ai fait le tour à Sokodé, il y a toute une organisation, c'est décrit dans l'ouvrage, des reines-mères, mais liées un tout petit peu à la religion. Ensuite, je suis descendue à Néro, il n'y a pas les reines-mères.
À Notien, il n'y a pas les reines-mères. Il y a beaucoup de localités où il n'y a pas la culture des reines-mères. À Bobo, il y a les reines-mères. À Bobo a une structure de reines-mères, très bien organisée d'ailleurs. Mais c'est dans le cloto. Lorsque vous prenez la route de Adido-Gomin pour aller déjà le tout premier village que vous voyez, on parle de reines-mères. Il y a des reines-mères qui sont jeunes, enfin, tout âge. On peut trouver les reines-mères de tout âge. C'est là où je me suis dit, bon, j'ai trouvé ma zone et je suis restée dans la zone. J'ai fait le tour d'Aïn, Mélé, Balimé, j'ai fait le tour. Mais là où vraiment le Seigneur m'a ouvert la voie, parce qu'il y a aussi ça. Lorsqu'on fait des recherches, on fouille. Si la grâce divine ne vous accompagne pas, il y a toujours des blocages. Donc ça fait que la grâce divine m'a amené vers Mama Sika, que je salue, une grosse bise, Mama Sika. Mama Sika. Et c'est là où ce beau livre est né. J'avais un angle pour le livre. Lorsque j'ai commencé avec mon éditeur, j'avais un angle. Mais quand je suis allée travailler, chaque semaine je travaillais avec Mama Sika. Elle m'invitait à tout ce qu'elle faisait pour que je vois. Parce que si tu ne vis pas la réalité, comment est-ce que tu peux peindre cela? Donc elle m'invitait. Et quand j'ai tout fait, je me suis dit, waouh, je dois changer l'angle. Et c'est le dernier angle qui a donné ce livre-là. Voilà. J'invite tout le monde à le lire. Je vous assure que c'est un ouvrage très... Édition Aoudi. Ma culture, ma richesse, les reines-mères, et ainsi ça nous permet de découvrir vraiment une richesse qui n'est pas enfouie en fait. Quand on lit, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une richesse qui est enfouie, mais qui est juste, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas caché, la richesse n'est pas cachée. La richesse est là, mais on ne veut pas voir. Exact. Vous savez, souvent le Togolais aime fermer les yeux. Le Togolais ne veut pas se dire, waouh, je l'ai là. Le Togolais fait semblant. Le Togolais voit, ah, j'ai pas vu. Exact. Sinon, les reines-mères, elles sont là. Elles sont tout le temps là. Vous allez dans toute la zone cloto, participer seulement à une cérémonie. Vous verrez les reines-mères. Mais il y a une chose. La reine-mère, elle est différente de la femme chef traditionnelle. Il ne faut pas faire d'amalgame du tout, du tout, du tout. La reine-mère, c'est comme un ministre des femmes du chef canton. Voyez-vous, elle travaille sous l'égide du chef canton. Elle a son portefeuille. Elle ne fait rien sans l'aval de son chef canton. Donc c'est son chef hiérarchique. Elle ne fait rien en dehors de... Mais elle a une autonomie. Elle a une autonomie de gestion parce que c'est elle qui gère les femmes, les filles, les vieilles et elle rend compte. La femme chef traditionnelle a le même sceau que l'homme chef traditionnel. Et il y en a au Togo, il y en a à Niamtougou, il y a Kara, tout dernièrement aussi dans les décrets nommés, il y a 3-4 jours, il y a une femme chef traditionnelle qui a été nommée. Elles ne sont pas des reines-mères. Elles sont des femmes chefs traditionnelles, chefs canton. Et puis il y a aussi à Agoué une femme qui est chef de village, qui n'est pas reine-mère. Comprenez? Oui. Elle n'est pas reine-mère. Donc il faut que les Togolais puissent faire cette différence-là entre la femme chef de village, la femme chef canton et la femme reine-mère. Voyez-vous, il y a une grande différence entre ces femmes-là. Et ça me plairait bien si les Togolais arrivaient à faire ces distinctions, à présenter ces nuances-là, pour qu'il n'y ait pas trop d'amalgame. Alors, nous quittons nos reines-mères et cette magnifique richesse-là pour venir à autre chose. Et cette fois-ci, nous sommes en ville, à l'hémicycle. Oui. Oui, nous sommes à l'hémicycle. Alors, la bravoure des femmes à l'hémicycle. Tout à fait. La bravoure des femmes à l'hémicycle, en fait, c'est la suite logique du tout premier livre. Bon, je ne voulais pas donner parce que je n'avais que cet exemplaire-là, donc je ne voulais pas donner. Élection législative 2007 au Togo, les femmes ont voté, les hommes vont siéger. C'est un tout petit livre ici qui a quand même fait beaucoup de vagues. Donc c'est la suite. Pourquoi? Parce que lors de ces élections législatives-là,
Il y avait eu un appel qui était lancé à travers toute la lutte des femmes, 8 mars, toute l'aide apportée et avec les mécanismes institutionnels pour booster les femmes. Allez-y, vous devez être présente aussi au niveau des prises de décision. Vous devez. En ce temps, pour ces élections-là, il y avait eu l'invite. Mais les femmes qui veulent, venez, on ne vous retient pas, venez, soyez des candidates. On va vous mettre tête de liste. Et les femmes ont dit, ok, vous nous appelez, nous voici. Donc, les femmes étaient là, elles se sont présentées, mais c'était fantastique. Ceux qui étaient journalistes dans le temps, que ce soit la presse écrite, radio, télé, c'était fantastique. Tous vont vous dire que c'était des expériences vraiment inédites. Les femmes étaient venues, donc pour la première fois, au lieu que la femme fasse tout le travail pour que l'homme apparaisse, dise c'est moi, votez pour moi. Les femmes ont fait le travail pour des femmes. Les hommes ont fait le travail pour des femmes. Et les femmes sont venues, voilà, je suis là, votez pour moi, voilà. Mais malheureusement, au final, il n'y avait que 7 femmes élues réellement. Mais le jeu de poste, voilà, et le jeu de non-cumul a fait que, ou bien les deux ont fait que, les deux jeux ont fait que, il y a eu 9 femmes à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, dans le temps, c'est bien, tu as fait ça et alors ça s'arrête là. Parce qu'à la fin, j'avais animé 3-4 émissions là-dessus. Les femmes se sont exprimées, elles étaient énervées, hein, je ne vous le dis pas. Dans le temps, ces émissions étaient vraiment chaudes. Elles étaient énervées parce qu'elles avaient relevé les lacunes dans le système, les lacunes, tout. Donc, on s'est dit, c'est progressivement que tout va se faire. Vous n'étiez pas là. Maintenant que vous venez, bon, vous allez participer progressivement. La machine va changer. Vous savez, on va changer les écrous, on va tout changer. Et maintenant, vous allez être là. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Les femmes qui étaient élues et qui étaient à l'Assemblée, il fallait les suivre. Je ne pouvais pas les laisser. J'étais toujours journaliste ici. Donc, j'avais cette coudée-là, des coudées franches. Et j'allais, je venais. Donc, celles qui ont bien voulu m'accepter, moi, Dorothée Tabiou, je les ai suivies partout. Et j'étais chiante aussi, hein, parce que chaque fois, je les emmerdais, pas possible. Et elles ont accepté. Donc, je les ai suivies. Et au final, parce que ça dure 5 ans. 5 ans après, qu'est-ce que vous avez fait? Les femmes vous ont vu à l'œuvre, mais elles ont voté pour les hommes. Nous l'avons critiqué. Les femmes ont voté, les hommes vont siéger. Effectivement, les hommes avaient siégé. Mais vous, vous étiez là 9. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Moi, je vous ai vu. Mais les femmes ne vous ont pas vu. Les femmes ne vous ont pas vu. Ou plutôt, toutes les femmes ne vous ont pas vu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elles ont accepté, j'étais dans leur vie, et puis voilà. Et c'est ça qui a donné ce livre-là. Donc, la participation des femmes à l'Assemblée nationale togolaise durant la mandature 2007-2012. La bravoure des femmes à l'hémicycle. Je vous ai envoyé la version internationale, parce qu'il y a 2 versions. Et montrer la version internationale. Ça, c'est l'édition internationale. Ça, c'est l'édition nationale. Ça, c'est l'édition nationale. Au niveau de la première page de l'édition nationale, j'ai pris le visage des femmes qui étaient là, malheureusement. Elles étaient 8 à la fin de la mandature, parce que Mme Améganvi n'y était plus pour des raisons de choix et politiques. Donc, il n'y avait qu'à la fin 8. Donc, ce sont les 8 que j'avais présentés. Alors, pourquoi cette image-là de miroir à moitié? Parce que la moitié sont les femmes, la moitié ce sont les hommes. Les femmes ne peuvent jamais dire qu'on est seul, ce n'est pas possible. La femme ne peut rien faire toute seule. Il faut toujours être à 2. Et la seconde partie, c'est qui? C'est l'homme. Donc, c'est ensemble l'homme et la femme que le développement va surgir, que le développement va émerger. La femme seule ne peut pas induire le développement, c'est pas possible. L'homme seul également ne peut pas induire le développement. Donc c'est à 2. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris cette initiative-là. Donc ce miroir, pourquoi le miroir? Parce que la femme aime se mirer. L'homme aussi se mire. Regardez tous nos hommes à la maison. Quand le matin, ils s'habillent, que ce soit le petit garçon, que ce soit l'adolescent, ou l'homme, le vieux, l'homme âgé, si avant de sortir, ils se mirent. Donc, ce qu'on a de commun, la femme et l'homme, c'est le miroir. Et le miroir, c'est quoi? Le miroir te reflète ta vie. Vous savez, au soir de nos vies,
c'est le miroir là qui nous reflète et c'est là où on pleure. Les hommes aussi pleurent, les femmes aussi pleurent, voyez-vous. Donc c'est pour ça que le miroir est un truc que nous avons en commun, l'homme et la femme. C'est pour ça que nous avons adopté le miroir. Alors, à un moment où je n'arrivais plus à l'éditer ici, parce que c'était compliqué avec... c'était édité aux éditions Hao. Donc, comme avec les éditions Hao, c'est compliqué de faire l'édition. Donc, j'ai dû faire une édition internationale pour que les livres soient là. Donc, les Nana Benz et les femmes à l'hémicycle, la bravoure des femmes à l'hémicycle, il y a aussi l'édition internationale. Justement, on termine avec le troisième ouvrage que nous avons reçu, Nana Benz, le mythe devenu discret. Et il faut le dire, tous les titres ont l'air péjoratifs, mais ne le sont point. Ça, c'est clair, parce que la bravoure des femmes à l'hémicycle, quand j'ai vu d'abord le titre, j'ai vu des femmes, un peu comme à l'époque de la Révolution française, en train de pousser les portes de l'hémicycle pour pouvoir y entrer. Et là, nous avons Nana Benz, le mythe devenu discret. Un mythe qui devient discret. Tout à fait. C'est tout un programme. Alors, plusieurs personnes se sont toujours intéressées à ça. Et comme vous le disiez tout à l'heure, même aux États-Unis, on connaît les Nana Benz et c'est toujours un mythe, c'est toujours un mystère. Quand on entend ce nom, des gens se disent « Oh, les Nana Benz, mais comment ils y sont arrivés ?» Ça, c'est vraiment la force des femmes de l'Afrique de l'Ouest et principalement le Togo. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre et comment est-ce que, si ce mythe est devenu discret, vous avez su avoir la bravoure de pénétrer ce monde? Tout à fait. Tout à fait. La version que vous avez aussi, c'est l'édition internationale. Et l'édition, c'est aux éditions Universités européennes. Voilà. Maintenant, l'édition nationale se présente comme ça. Voyez-vous. Donc, les Nana Benza, l'édition nationale, aux éditions AO, se présente comme ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait un livre sur les Nana Benza? Parce que quand tous les pays avaient fêté les indépendances en mettant en exergue le poids de ce que ça a coûté pour chacun de nos pays, pour montrer comment les gens se sont battus, personne n'avait pensé au Nana Benza. Tout avait été dit, même au niveau international. Nous avions le bouquet. Moi, je passais tout mon temps à regarder. Parce que, étant à la télé dans le temps, j'adorais regarder ce qui se passait ailleurs. Donc, mon mari, bisous à lui. Oui, bisous à lui. Non, le bisou allait venir à la fin. Donc, pardon, oui, faut attendre donc, bisous à lui parce que c'est lui, il a pris le bouquet à la maison. Donc, j'avais tout à portée de main. Donc, tant que je suis là, je finis et ce que j'ai fait, j'ai affaire à la maison, je m'assois et je regarde. Dès qu'une émission finit, je zappe. Je prends l'autre émission. C'est la même chose pour la radio. Donc, je me suis rendu compte que mais c'est pas gentil. Parce que, pourquoi vous avez oublié les Nana Benz? Les Nana Benz, elles étaient, voilà. C'est vrai que chaque époque, c'est réalité. Oui. C'était leur réalité. Mais elles ont été. Donc, il faut qu'on en parle. J'étais allée toucher 2, 3 filles de Nana Benz, ça ne les intéressait pas. Je me suis dit que moi, ma maman vendait aussi le wax. Mais ma maman n'était pas Nana Benz. Elle vendait parce que ses collègues au boulot, voilà. Et ma maman même vendait à Gbana. Comme on dit, à crédit. Donc elle vend, même jusqu'à sa mort, certains n'ont pas payé le reste. Donc, moi, j'ai découvert le... J'ai été chargée de receler les... Donc, si vous vous en souvenez... Le numéro de Nectar est là, on se déplace, nous avons tout ce qu'il faut, la voiture. Mais non, finalement, elle leur a dit, je vous le donne quand même parce que ça vous rendait toute belle, voyez-vous. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé les recherches, J'avais déjà de la substance parce que j'ai fait 3, 4, 5 émissions avec les Nana Benz dans le temps. Et puis, dans le temps, en tant que journaliste femme, parce que j'ai été seule femme longtemps à la rédaction, quand les femmes des chefs d'État venaient et qu'il fallait aller au marché, et Dorothée, vas-y. Donc, j'étais souvent avec... donc, je connais un peu les réalités. Et c'est là où j'ai récupéré tout. Mais je ne pouvais pas travailler sur les Nana Benz sans l'étroite collaboration de Vlisco. Il faut qu'on le sache. Parce que les Nana Benz et Vlisco sont un tandem. Donc, c'est pour ça que ici, vous allez voir que quelque part, j'ai dit ici, au niveau de la dédicace, au tandem Nana Benz et Vlisco. La belle référence de la réussite des femmes.
Ouais, oui, c'est une publicité, mais on l'accepte. Parce que les Nana Benz ne se dissocient pas de Visco. Ça, c'est clair. On ne peut pas parler des Nana Benz et dire que ça va être une publicité. Ce n'est pas une publicité, c'est la norme. Les Nana Benz et Visco sont collés comme ça. Voilà. Comme on dit, sont collés serrés. Voilà. Donc, et c'est en collaboration avec cette institution-là que le livre a été fait, validé, tout. Et nous avons cité les grandes dames d'antan et nous avons relevé aussi les pagnes. Parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte que les jeunes ne s'intéressaient plus aux pagnes. Les gens se disent que, oh, bon, maintenant, c'est quoi? Les chemises, cravates, voilà, tout, on est beau comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont très beaux, hein, les hommes, quand ils sont vraiment bien tirés à 4 épingles, mais ils sont tout autant beaux quand ils portent les chemises avec des pagnes. Regardez seulement, en sortant, jetez un coup d'œil. Certaines fois, ils sont même plus beaux, en pagne vraiment bien cousu, qu'en veste guindée et autres là. Voilà. Donc, vous voyez, et en ce moment aussi que j'animais les émissions, beaucoup de personnes m'approchaient, les mamans et les grandes-mères, en disant, ok, pour le mariage, quel pagne il faut? Pour les hagbans, quel pagne il faut? Parce qu'au-delà de la dot, il faut la layette. La layette, il ne faut pas confondre. La valise qu'on amène là, ce n'est pas la dot, c'est pas la dot, c'est pas la dot. La dot, elle est différente. La dot est instituée par l'État. Il y a les normes là-dessus, il faut aller voir. Maintenant, ce qui suit, les perles, les chaussures, les pagnes, ce n'est pas la dot. C'est la layette qui accompagne la dot. Comme quand on attend un nouveau-né, on fait la layette du bébé. Donc, pour le mariage, il faut faire la layette de la jeune qui part. Et cette layette-là, le mari contribue, la maman contribue et la fille elle-même contribue. Voyez-vous? Donc, quand on amène la valise, qu'on amène, c'est devenu une exigence maintenant qui crée même des problèmes. Il faut un certain nombre de pagnes. C'est la layette. Et ces pagnes-là, bon, je les ai... On en a tellement, j'ai vu ce qui est dit, messager de paix, la famille, Barack Obama, fleur de mariage, Adoku, c'est ça la dinde. Oui, la dinde, budget, hanglan, l'hirondelle, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc il y en a tellement. Bon, il y a femmes capables, femmes riches. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Il y a si tu sors, je sors. Mais avec le 8 mars, les 8 mars successifs que les femmes célèbrent et avec tout le mécanisme qui a été mis en place, on a pensé aussi au changement de mentalité. Alors, la femme contre la femme, les femmes se sont dit, c'est pas bien. Quand on célèbre le 8 mars, quand on veut que la femme soit émancipée, femme contre femme, ça ne marche plus. Il ne faut plus faire cette guerre-là, ni ce match-là. Ce match-là, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Donc, c'est femme avec femme. Donc, ensemble, c'est ensemble que les femmes évoluent. C'est pour ça, dans le temps, quand si tu sors, je sors, et c'est l'œil de ma rivale et autres là, c'était une guéguerre entre les co-épouses. Voilà, et il y a eu tout ce que vous savez sur la polygamie et tout le reste. C'est pas le débat aujourd'hui, peut-être qu'on en reviendra. Et comment? Et voilà, et nous sommes dit dans le temps, avec l'évolution, on dit que toute société évolue. Aucune société n'est statique. Donc nos sociétés évoluant, et les femmes se sont dites que c'est bien aussi que si tu sors, je sors, change d'angle de vue, d'angle de perception. L'œil de ma rivale change d'œil de perception. Il ne faut pas que ça attaque la femme, que ce soit un truc qui permet à la femme de s'affirmer. Quand on dit je cours plus vite que ma rivale, non. Trouver autre chose, c'est vrai que c'est symbolique. Trouver autre chose pour montrer que nous sommes capables aussi. Au lieu d'être toujours des femmes qui se battent, qui s'accrochent. L'homme, il est là, il partira, il va vous le laisser. Vous allez toujours continuer par vous. Voilà. Donc, ça fait que beaucoup de femmes ont compris. Et beaucoup de femmes ont mis de l'eau dans leur vin. Et vous voyez que la cohabitation est plus relaxe. Je dis ça comme ça. Est plus relaxe. Il y a toujours les jalousies et autres, mais c'est un peu plus relax. Parce que chaque femme se dit, mais attendez là, en s'occupant de l'autre, je m'oublie. Je m'occupe de moi-même. Donc en m'occupant de moi-même, en me mettant en exergue, en faisant mon commerce, en s'occupant bien de mes enfants, en s'occupant bien de mon mari et en s'occupant bien de moi-même,
Alors l'autre aussi va se dire et, le mari va se dire et, c'est comme ça qu'on avancera ensemble, au lieu d'être là à se faire des joues de je ne sais quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, quand même, on se rend compte que, à moins que l'information ne soit pas totalement passée dans certains milieux où les femmes continuent pas à s'entre-déchirer pour rien du tout, et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, le développement, c'est le développement. Il faut penser à toi. Je deviens quoi demain? Je deviens quoi? Mes enfants, je fais quoi avec... Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de programmes qui aident les femmes à devenir, voyez-vous, à devenir. Donc, je crois que beaucoup de femmes vont vers ces programmes et projets-là. Beaucoup de femmes s'accrochent. C'est positif, le mot. S'accrochent pour qu'elles soient demain, aussi après, qu'elles se disent, j'ai quand même fait quelque chose de ma vie. Voyez-vous, et ma vie a changé. Et j'ai eu un bien-être. J'ai eu un mieux-être. Voyez-vous, donc ça fait que tout existe déjà. C'est maintenant à la femme de se dire, oui, je comprends, oui, je change. Oui, je dois devenir humble. Oui, je ne dois pas être trop, voilà, gonflé. Je ne dois pas être... C'est vrai qu'il faut du zèle. Il faut du zèle, mais que le zèle ne soit pas... Et je ne sais pas comment le dire pour ne pas choquer les gens. Il faut le dire hautain. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on se rend compte que les femmes qui parviennent, qui deviennent, à cause de tous ces programmes, deviennent hautaines. Au lieu de se dire, waouh, c'est quelque chose qui m'a propulsé, je vais aussi tenir la main, non, elles deviennent hautaines. C'est comme si, bon, non. Il faut que la femme comprenne que la lutte, c'est une lutte permanente. Donc aujourd'hui, tu n'as pas la grâce de Dieu. Deviens humble. Deviens humble, regarde les choses autrement. Regarde derrière un peu. Regarde le présent. Anticipe un peu le futur. Et tu vas te dire, non, je préfère être... voilà. Et ça va aider beaucoup plus de femmes que de se dire, oui. J'adore. Non, les femmes encore, excusez, mais c'est la réalité. Et oui. C'est la réalité. Donc, hier, c'était le 8 mars. On a encore beaucoup parlé. Alors, pour qu'une jeune fille se dise, waouh, je veux être comme celle-là, on ne va pas leur montrer la manière d'être, je ne sais pas. Voilà. Donc, il faut être vraiment humble. Dans tout ce que vous avez de bien, il faut être humble. L'humilité n'enlève rien de vos capacités. Plutôt, l'humilité va vous faire grandir. Parce que vous allez partager. Vous n'allez pas prendre les gens de haut. Vous n'allez pas bêcher les gens. Vous n'allez pas dire, oh, il n'est plus de mon niveau. Non. Toutes femmes là, nous sommes au même niveau. Parce que nous sommes femmes. Nous portons le monde. Et notre travail est dense. Donc, toute femme doit se dire... Ce que moi j'ai pu, comment je peux le partager? Comment je peux aider les autres? Comment je peux? Au lieu d'être enfermé dans son cœur, dire, bon, moi j'ai tout eu, Dieu merci. Non, c'est pas comme ça se passe. Alors, je vous le rappelle, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes avec Madame Dolibé Dorothée Tabiou, épouse Ibrahima, journaliste pendant des années ici sur la télévision togolaise, écrivain et aujourd'hui chargé de communication à la Cour des comptes. Coucou à mes patrons. Coucou. Très, très bientôt. Alors, comment se passe votre actualité aujourd'hui de femme? Je mélange tout en même temps parce qu'il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. Alors, premièrement, de chargée de communication à la Cour des comptes, de femmes mariées, le bisou, on peut le faire maintenant, monsieur Ibrahima, gros bisous, de maman. Vous avez combien d'enfants? 2. Oh là là, il reste encore 2 avant la fin de cette année. C'est une prophétie, il faut recevoir cela. Alors, entre ces 3 arcs que vous avez à votre corde, et comme vous le disiez tout à l'heure, un autre bébé, mais voilà, littéraire, qui s'apprête à venir encore, comment vous arrivez à à mélanger tout ça et à mettre une certaine coordination et un certain équilibre? En fait, c'est une conjugaison, tout simplement. Il faut conjuguer. Nous avons appris à faire la conjugaison quand on était au couple. C'est la conjugaison. Et quand vous arrivez à bien conjuguer, vous programmez.
Et quand vous programmez, vous vous en sortez. Mais c'est toujours difficile, sans l'aide de l'autre à côté. Sans l'aide des enfants, sans l'aide du mari, c'est un peu difficile. Donc c'est pour ça que tout le temps nous disons, les femmes qui émergent aujourd'hui, que vous voyez, ah la femme, elle, n'oubliez pas, hein, il y a l'homme dans l'aile là. On dit toujours que quand derrière un grand homme, il y a toujours une femme. C'est la même chose pour la femme. Donc dans l'aile d'une grande femme, elle n'est pas seule. L'homme l'a aidé, le mari l'a aidé. Même si elle ne le dit pas, elle le sous-entend. Parce que l'aide aussi, c'est que j'accepte, vas-y, fais-le, je t'encourage. C'est aussi une aide. C'est pas forcément laver les casseroles, non, c'est aussi une aide. À propos de bébé, c'est vrai que nous sommes en train de sortir un nouveau bébé, mais dans la littérature. Mais en matière de naissance de femmes, de bébés, il faut que les femmes comprennent aussi. Il faut que les femmes comprennent aussi que une femme qui veut être, je vais dire quelque chose qui va énerver beaucoup de personnes, mais acceptez-le, s'il vous plaît. Une femme qui veut être ne peut pas se mettre à faire beaucoup d'enfants. C'est vrai que une femme qui va à l'école, une jeune fille qui va à l'école jusqu'en terminale et qui va à l'université pour avoir ne serait-ce que la licence, dans le reste de sa vie, ne peut pas faire 10 enfants. Parce que après ta licence, tu ne peux pas jeter la licence à la poubelle et dire que chaque année tu fais des enfants. Ça veut dire que toi-même tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Donc déjà, si tu as pu tenir jusqu'à la licence, c'est que tu projettes quelque chose. Tu as une vision. Tu te donnes un objectif à atteindre. Donc il faut que toutes les femmes se disent, j'ai un objectif à atteindre. Même dans les villages, vous voyez que certaines femmes, quand elles ont un bébé, elles disent, je vais attendre un peu. Il doit grandir un peu. C'est tout ça, parce que je dois retourner au champ. Je dois retourner dans mes activités. Regarde, mes autres camarades vont dans les marchés et moi, j'ai chuté, je vais. Et puis le problème, c'est quoi? Éduquer un enfant, c'est pas simple. C'est pas simple. Pour être vraiment responsable dans l'éducation des enfants, c'est vrai de savoir ce que l'on veut. De savoir ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que l'enfant bébé qui grandit, pour l'élever, c'est simple. Il suffit de respecter tout ce que le médecin, la gynécologue, le pédiatre, tout ce que les docteurs viennent de dire là, il faut respecter et être toujours aux côtés de l'enfant. Mais une fois que l'enfant commence pas à grandir, 6, 7 ans, 8 ans, ce n'est plus ça. Il faut autre chose. La veille. Alors, et là, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Comment vous faites? L'enfant va aller à l'école. Il faut revoir son alimentation. Tout ça. Vous faites comment? Voilà, vous êtes une famille, le niveau de vie n'a pas changé. Vous avez toujours une baguette avec 6 enfants. Vous coupez ça comment? Voyez-vous? Donc, c'est juste un clin d'œil pour dire que c'est vrai. Nous sommes des femmes, c'est vrai. Notre rôle aussi, c'est de mettre au monde, de nourrir l'humanité de personnes. C'est vrai. Mais quand même, donnons-nous des objectifs, donnons-nous une vision. Et cette vision-là va nous permettre d'avoir des enfants comme il faut et de bien les élever. Pour que les enfants ne soient pas indisciplinés, pour que les enfants ne soient pas laissés à eux-mêmes et pour que les enfants ne soient pas éduqués par la rue. Voyez-vous, ça c'est du côté des enfants. Alors maintenant, déjà le métier de journaliste n'est pas facile. Déjà ici, il faut travailler jusque tard dans la nuit, c'est pas facile. Donc avec moi, j'avais fait le choix très tôt en tant que journaliste de me marier. Donc je me suis mariée en 97. Ah! Donc avec mon mari, nous avons quand même un bon âge. Voilà. Donc en 97, j'ai fait le choix de me marier. Je me suis mariée et nous avons eu 2 enfants par la grâce divine, une fille et un garçon. Alors ma petite fille m'a beaucoup aidée quand j'ai eu le second. Mon mari aussi m'a beaucoup aidé. Parce que venir ici, voilà, ce n'était pas facile. Quand je mettais en place l'archivage numérique, je ne sais pas, ceux qui vont se souvenir, je mettais mon enfant au dos, le petit bébé qui est né en 2003, le garçon. Je le mettais au dos et je venais travailler. Aujourd'hui, il ne respire que par l'informatique. Tout
ce que tu lui dis informatique, il dit, mais tu as trouvé ça. Il a baigné dedans. Finalement, j'ai dit les câbles qu'il sentait là. Parce que non, certaines fois, je le laissais par terre. On mettait en place tout, avec l'équipe de M. Tissot. Donc, on mettait tout en place. Il était là, je n'avais pas d'aide. Donc, j'étais obligée de... Certaines fois, à la rédaction, je le portais. Et quand Fépitan Tchala, paix à son âme, rentrait, il dit, mais quel enfant pleure là? Et on disait que... Oui, et on disait que c'est de retirer son bébé là. Et comme vous riez, tout le monde éclate de rire. Et puis il y a mon chef, quand certaines fois je laissais seul mon enfant, il allait à quatre pattes, il venait gratter le bureau de mon chef. Mon chef s'occupait de lui en attendant que je finisse et que je vienne récupérer mon enfant. Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Voyez-vous. Donc c'est pour vous dire que c'est une conjugaison. Et puis l'homme, quand on décide de se marier, il faut s'occuper des hommes. Il ne faut pas les laisser en disant que non, et nous sommes les femmes. Non. L'homme a besoin d'égards, comme la femme a besoin d'égards. Il y a les égards, donnons-leur. Voilà. Ne réclamons pas toujours que c'est eux qui doivent faire. C'est ensemble qu'on le fait. La femme fait, l'homme fait. Mais ne laissez pas toujours à l'homme de le faire. Voyez-vous. Et il y a des domaines clés. C'est vrai que le temps passe, on aura le temps. Il y a des domaines clés où la femme doit bien s'occuper de son mari pour pouvoir garder l'unité. Et puis, dans ça, il faut être spirituel. Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Il faut être en communion avec le Seigneur. Moi, je rends grâce à Dieu. Il faut être vraiment en communion avec le Seigneur. Parce que sans cette communion-là, excusez-moi, rien ne marche. Tout va en lambeaux. Donc, tout ce que vous faites, c'est bien, mais au centre, placez le Seigneur. Voilà. Bon, ça dépend de chacun, mais le Seigneur, Dieu, placez Dieu, et en toute chose, dites-lui, me voici. Donc, je me confie à toi, je mets tout dans tes mains, donc, et je te suis, tout simplement. Sans ça, vous aurez des problèmes, parce que c'est difficile à gérer, donc tout simplement. Oh mon Dieu, on n'a pas envie d'interrompre l'émission. Malheureusement, nous sommes à la fin du temps escompté. Nous avons eu l'immense plaisir, et je le redis, honneur de recevoir aujourd'hui Madame Dorothée Tabiou, épouse Ibrahima, qu'on connaît tous sur la télévision togolaise, de par ses émissions, de par les journaux. Et là, aujourd'hui, on apprend même que pour la Chiva. Il s'appelle comment le monsieur informatique? Votre garçon? Mon petit garçon, oui. Il est en terminale. Ah bon, il a grandi quand même. Ben voilà, comme quoi la vie de femme est une vie pleine de péripéties, et il faut savoir quand même prendre en compte toutes les étapes que nous parcourons. Aujourd'hui, on a découvert en tout cas 3 ouvrages donc de Madame Tabiou, Ma culture, ma richesse, les reines mères. Nous avons Nana Benz, le mythe devenu discret, et nous avons également La bravoure des femmes à l'hémicycle. On peut les retrouver où tous vos ouvrages? Et pour les 2 derniers, il faut aller sur Internet, Université européenne. Édition universitaire européenne. Voilà. Édition S et universitaire européenne. Et là, vous pouvez commander. Parce qu'à Lomé, ici, ce n'est pas possible. L'édition RAO n'est pas prête pour refaire les éditions. Alors, pour les autres, Amal Damoulas, édition continent, vous pouvez trouver. Et aussi la Reine Mère, édition Aoudi. Merci infiniment pour le partage que nous avons eu. On vous l'avait dit que vous alliez en apprendre et découvrir beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je suis sûre que les collègues sur le plateau, en tout cas, n'ont pas du tout regretté cet entretien qui nous a nourris aussi. On en a beaucoup appris, et forcément, comme on le disait, quand on a des devancières, c'est à ça que ça sert aussi l'expérience. Ça nous permet de pouvoir nous recadrer s'il le faut et de pouvoir avancer, évoluer. Nous sommes à la fin de l'émission. Madame Dorothée, merci beaucoup. En 2 phrases, qu'est-ce que vous diriez aux femmes pour qu'elles puissent permettre en tout cas une bonne genèse de leurs activités et de leur rapport avec les autres pour cette année 2020? Merci beaucoup. 2-3 choses. Il faut se former. Allez à l'école, apprenez, formez-vous. Même la femme qui fait gari peut se former. Parce qu'elle peut aller dans l'autre village voir comment vous faites votre galier, c'est plus sec. Donc, allons vers l'information, formons-nous, éduquons-nous. Et puis, il faut faire l'auto-éducation. Parce que quand on s'éduque comme ça, sans se demander quelles sont mes limites, quelles sont mes forces, qu'est-ce que je peux faire de moi-même. Donc, faisons notre propre auto-éducation.
développons l'humilité. Développons l'humilité et soyons vraiment avec Dieu et tout le reste. Une grosse bise. Moi, j'adore distribuer les bises parce que ça fait du bien. Donc, une grosse bise à toutes les Togolaises, une grosse bise à toutes les femmes de la communication. C'est leur tenue que j'ai portée. La dernière fois, je n'ai pas pu participer. Donc, bisous à Lynn et à toute son équipe. Voilà. Merci beaucoup. C'était notre invité du jour et on vous l'a dit, vous allez avoir à découvrir encore d'autres femmes vaillantes, valeureuses et extraordinaires tout au long de ce mois. Yemi, ça va tenir, ça va aller. Merci beaucoup. Merci Miss Gab, merci Gaëlle et merci à toute l'équipe qui a bossé avec nous. On se retrouve demain. Bye bye.